si ce n'est toi? C'est donc ton frère, répond le loup à l'agneau dans la fable de La Fontaine. C'est aussi ce que les policiers, les magistrats et les avocats de cette affaire ont dû se dire souvent. Une étrange affaire de jumeaux. Des vraies photocopies. Comment différencier le premier du deuxième au premier? On ne sait pas. Un casse-tête qu'à l'époque, en 2012, la science n'est pas encore capable de démêler. La maman nous apprend que c'est des jumeaux monozygotes, qui veut dire même œuf, même ADN. Donc là, oups. Et quand les techniques de la police scientifique ne peuvent pas venir à bout d'une énigme, restent les bonnes vieilles méthodes. Avec un enjeu de taille, parce que dans ce dossier, la justice avait bien affaire à un serial violeur. Même mode opératoire. Une main, brutalement, par derrière, qui vous bâillonne. Et une voix effrayante, zozotante. Si tu cries, je te tue. On est tous sur les dents à vouloir sortir cette affaire, parce qu'on a plusieurs victimes. 7 victimes, 4 viols, 2 tentatives et une agression sexuelle en 5 mois à Marseille. La pression monte puisque si on n'arrête pas l'agresseur, il n'a aucune raison de s'arrêter de lui-même. Il agit quasiment à visage découvert, toujours de nuit. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est dans une forme de toute puissance à ce moment-là. Le 27 septembre, moi je suis encore en vacances. On est bien, on est en famille, il fait beau, on profite. Et on vient chercher un véhicule qui est dans un garage fermé, et un autre véhicule qui est garé devant. C'était un gros camion, puisque c'est un camion de livraison de course. Et ça passe pas. Ça fait déjà 3 fois dans la semaine qu'on a ce problème-là. Et à chaque fois, c'est prise de tête. À Marseille, c'est de tradition en général de laisser une espèce de petit papier avec un numéro de téléphone pour rappeler la personne qui s'est mal garée. Sauf que là, ce jour-là, c'était pas le cas. On attend, il n'arrive pas, on siffle, il vient toujours pas. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est long. C'est pas 5 minutes, on attend pratiquement un quart d'heure. Et nous, on a vraiment besoin de partir. Au bout d'un moment, on se voit un pauvre gars arriver du début de la rue en courant. Désolé, j'étais en train de faire une livraison. Ben ouais, mais désolé, moi j'ai un rendez-vous, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Ou on laisse passer, ou c'est la fois de trop. Et là, c'était la fois de trop. Le ton commence à monter, ta gueule connasse. Voilà. Donc moi, je réponds aussi, j'ai de la répartie. Donc voilà, ça monte crescendo. Et après, bon, on en arrive à s'empoigner, quoi. Et je lui dis, toi, tu cherches la bagarre, tu vas me trouver. Il remonte dans son camion, et là, en partant, il dit, ta mère, c'est une pute. Donc je lui dis, qu'est-ce que t'en sais? Je cours après, il me met un coup de volant. Moi, je pars par terre, en fait. Je pars en roulé-boulé. J'ai les genoux complètement explosés. J'ai du mal à me relever. Puis lui s'en va. Donc là, je dis, je vais déposer plainte. On peut pas continuer comme ça, quoi. Puis pendant 6 mois, après, plus rien. Plus de nouvelles. Plus de son, plus d'images. Marseille, le 4 décembre 2012. Nous sommes le 4 décembre, il est 18h, donc il fait déjà nuit. Noémie, elle a 32 ans, elle sort de son travail. Elle vient de prendre le bus, elle est fatiguée, elle rentre chez elle, elle traverse le parc de l'Espérance. Soudain, elle sent une main qui la bâillonne par derrière. Et elle entend une voix lui dire « Si tu cries, je te tue ». Si tu cries, je te tue, c'est extrêmement violent. À ce moment-là, le temps s'arrête. Et Noémie se voit mourir. Quelques minutes plus tard, Noémie compose le 17, en pleurs. La patrouille de permanence la retrouve en état de choc, à quelques centaines de mètres du parc de l'Espérance. Noémie vient d'être violée. On va lui demander de retourner sur les lieux, tout de suite. Elle se sent hyper seule parce qu'elle doit affronter le lieu du crime, désigner le banc sur lequel le viol a eu lieu, et elle a l'impression que son calvaire ne s'arrête pas. On va aussi lui dire, cette chose terrible, madame, ne vous lavez pas jusqu'à demain matin, parce que les services ne sont pas disponibles pour pratiquer des prélèvements. Et pendant 12 heures, elle va rester, alors qu'elle rêve d'une douche, dans cet état-là. Et c'est très difficile pour elle. Le lendemain matin, la brigade des mœurs de Marseille reprend l'affaire. Quand Noémie est arrivée au service,
Elle est affaiblie, elle a peur, elle n'arrive plus à parler. Elle est choquée, perturbée, c'est quelqu'un qui est fragile, elle vient de subir quelque chose de grave. C'est compliqué de raconter encore une autre fois ce qui a pu se passer. Et nous essayons de mettre un climat de confiance pour qu'elle arrive, malgré son traumatisme important, à nous dire ce qu'elle a ressenti et ce qu'elle a vu. Noémie répète que son violeur a surgi dans son dos. Et péniblement, elle raconte son viol. Elle dit qu'il est quand même costaud, et là, il lui demande de lui faire une fellation. Elle veut pas. Elle essaye de se débattre. Elle ira jusqu'à le griffer. Enfin, voilà, elle se laisse pas faire. Son agresseur la menace de mort, la menace de sortir un couteau, et il va la tirer sur un banc. Il se positionne à califourchon sur la victime pour mettre son sexe au niveau de son visage. Ensuite, elle explique qu'il a éjaculé sur sa joue et peut-être sur ses vêtements, elle ne sait pas. Et il lui a glissé la main dans la culotte et il lui a mis un doigt dans le vagin. Elle a réussi à se débattre. L'individu a pris la fuite en prenant soin d'emmener avec lui le sac à main de la victime. Alors les questions qui sont posées à la victime sont extrêmement pointues, précises, à un moment donné où la victime elle a juste envie d'oublier et d'appuyer sur le bouton stop, effacer. Et c'est là qu'on lui demande de rejouer la scène, dans le détail. On a demandé à Noémie combien de phalanges du doigt de l'index gauche de son agresseur elle avait eu dans sa culotte et dans son vagin. C'est à ce degré-là de précision. Lors de viol, vous avez la pénétration vaginale, anale et la pénétration digitale avec des objets. Donc il faut effectivement malheureusement rentrer dans ces détails-là. Et des fois, ça peut être effectivement mal perçu par les victimes, mais c'est pas de la curiosité, c'est des détails qui sont essentiels, qui tendent à apporter des éléments d'enquête et des preuves. Mais des preuves dans cette affaire, les policiers n'en ont pas beaucoup. Noémie n'a pas vu son violeur et elle ne peut donc pas le décrire. Tout ce qu'elle est capable de dire, c'est que pour elle, c'est un type nord-africain, qu'il est grand, il est vêtu d'un haut gris à capuche. C'est les premiers éléments qu'elle a. Elle n'est pas capable, à l'instant T, à faire un portrait robot. Et la science n'aide pas plus les policiers. L'ADN du violeur n'est pas fiché. Le seul fil auquel les policiers peuvent se raccrocher, c'est le mode opératoire du violeur. L'homme a beaucoup insisté pour obtenir une fellation et le sac à main de Noémie. Et ça fait tilt. On se rend compte à ce moment-là que ce modus operandi, on l'a déjà. On l'a déjà notamment sur 2 victimes. On se dit, c'est quand même bizarre ces coïncidences. Et à partir de là, nous allons commencer à travailler sur un seul, même auteur potentiel. Dominique, Noémie ne serait pas la seule victime. Ils pensent à qui, les flics ? Alors les flics pensent à 2 autres affaires de viol. La première, c'est 3 mois avant le viol de Noémie, dans la nuit du 10 au 11 septembre 2012. Élise, elle a 76 ans, rentre chez elle à Marseille avec une copine. Elles sont dans le 14e arrondissement, elles ont passé la soirée chez des amis. La voiture tombe en panne, elle appelle son fils qui vient la dépanner, mais qui retourne chez lui chercher une batterie. Les 2 femmes, pendant ce temps, rentrent à pied, elles se séparent. Quand le fils d'Élise revient, constate l'absence de sa mère, il refait le trajet en voiture, et là, il tombe sur sa mère, elle est en état de choc, elle a un bras cassé, et elle lui raconte qu'un homme l'a agressée. Il est arrivé derrière elle, dans la nuit, il lui a mis la main sur la bouche, il lui a demandé de ne pas crier, sinon il la tuait. Elle s'est débattue, il l'a traînée un peu à l'écart, dans un endroit sombre, il a tenté de lui imposer une fellation. Après l'avoir assise sur un muret, elle s'est débattue. L'homme s'est enfui en emportant son sac à main et son téléphone. Elle peut l'identifier ? Oui, elle peut l'identifier formellement. Elle va décrire un homme exactement la même description que celle qu'a donnée Noémie. Un homme de 30 ans, avec une casquette de type maghrébin, avec un fort accent des quartiers nord, qui mesure à peu près 1,70 m. Et elle va permettre d'établir un portrait robot. Ce portrait robot, en l'occurrence. Absolument. Est-ce qu'on retrouve de l'ADN ? Oui, on retrouve de l'ADN sous les ongles d'Élise. Elle s'est débattue, elle l'a griffé. Et cet ADN, c'est exactement le même ADN que celui de l'agresseur de Noémie.
Alors ça, c'est la première affaire. Mhm. Il y en a une deuxième. 2 mois après Élise, 15 novembre 2012, 5 heures du matin, on est cette fois-ci dans le 13e arrondissement de Marseille. Julie, 30 ans, rentre chez elle. Elle a passé la soirée chez des amis. Un type l'aborde dans le hall de son immeuble. Il fait des grands gestes. Elle pense à un toxico en manque. Il se penche vers elle et lui murmure « Si tu bouges, j'ai un couteau, je te tue ». Il la ceinture, elle se débat. Il essaie de lui imposer une fellation. Il frotte son sexe contre sa bouche et contre sa joue. Ça, c'est un viol. Ça, c'est un viol. Et elle dira, écoutez cette phrase dans son audition, elle dira « Il s'est servi de son sexe comme d'une arme ». Julie aura la bonne réaction, elle va faire la morte. Il se décourage et il s'en va en emportant son sac à main et son téléphone. Problème dans ce dossier, c'est que Julie est rentrée chez elle, elle a pris une douche, on n'a pas d'ADN. Donc, si je récapitule, on a 2 viols, une tentative de viol et un même mode opératoire. Oui, et un ADN, mais un ADN qui n'est pas fiché. La pression monte aussi bien au niveau des enquêteurs que du parquet, puisque les agressions ne sont pas sorties dans la presse, mais nous, on sait qu'il y a une série en cours, et on sait d'expérience que dans ce genre de série, si on n'arrête pas l'agresseur, il n'a aucune raison de s'arrêter de lui-même, et on se demande également si on ne risque pas de voir une gradation, une aggravation dans la violence des passages à l'acte. Dans cette dernière affaire, celle de Noémie, la brigade des mœurs tient peut-être un fil. Avant d'entrer dans le parc de l'Espérance, elle a traversé le parking d'un supermarché et elle a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Quelques secondes après le passage de la victime devant le magasin, un homme court de dos, on le voit passer, il est capuché et on n'arrive absolument pas à voir son visage. Nous essayons par tous les moyens d'identifier cet individu. Témoignages qui ne donneront rien. Et nous allons même jusqu'à récupérer les vidéos et les faire travailler par le laboratoire de Marseille afin que les pixels soient meilleurs et qu'on puisse ressortir de ces photos, de ces caméras, un visage. Pareil, les recherches resteront vaines. Chou blanc. Mais les flics ont plus de chance avec une autre vidéo. Celle de la caméra de surveillance du bus qu'a emprunté Noémie avant de traverser le parc. Un homme avec un sweat à capuche intrigue les policiers. Lorsque les portes du bus s'ouvrent, il est assis, il voit les gens sortir, il ne descend pas. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va se lever et il va se précipiter vers la sortie. C'est vraiment le mot, il va se précipiter vers la sortie. C'est le seul qui descend limite à la fermeture des portes. Donc de quoi attirer notre attention. Et on se dit, tiens, on a peut-être potentiellement un suspect. Les enquêteurs tentent donc de pister l'homme du bus. Nous allons voir quand c'est qui monte, savoir s'il a pris le tramway. On va se servir de tout ce que nous avons en possession, mais nous avons toujours un X, nous ne savons pas qui c'est. Celui-ci n'a pas déclenché de ticket de bus informatisé, on n'arrive pas à remonter l'identité de la personne. Après, il faut savoir que dans un bus, les gens n'ont pas forcément tous des cartes d'abonnement, certains payent en espèces, certains n'ont même pas de titre de transport, donc c'est une aiguille dans une botte de foin. Les policiers décident d'envoyer leurs photos de l'homme du bus aux collègues qui assurent la sécurité des transports en commun à Marseille. Les policiers de ce service sont particulièrement connus et réputés pour être d'excellents physionomistes. Ils passent de longues heures dans les transports en commun à essayer de repérer d'éventuels pickpockets ou autres, et ils sont très doués pour reconnaître des individus. Et une semaine plus tard, les collègues rappellent l'homme du bus. Il a été repéré. Ils ont procédé à un simple contrôle d'identité pour ne pas éveiller ses soupçons. Et cet individu va remettre une carte d'identité au policier, identité Elvin Gomis. On a un nom qui est maintenant associé à ce suspect. Elvin Gomis, 23 ans, et un tout petit casier judiciaire. Des délits routiers, rien à caractère sexuel en fait. C'est que, j'allais dire, des délits entre guillemets mineurs. Voilà, rien de particulier. Pas grand-chose côté casier,
Mais côté réseaux sociaux, en revanche, la vie d'Elvin Gomis est plus intéressante. À l'époque, le principal réseau social, c'était encore Facebook. Les policiers vérifient si Elvin Gomis a un profil Facebook, c'est le cas. Sauf que sur ce profil, Elvin Gomis n'est pas seul. Il partage ce profil avec son frère jumeau, Johan. Des vraies photocopies. Ils ont une petite particularité quand même, à savoir qu'Elvin est un petit peu plus musclé et qu'à bien y regarder, Johan a une petite cicatrice, je crois, ici. Enfin voilà, il y a juste un petit détail. Mais quand on regarde la photo sur leur profil Facebook, on se dit « Ah ouais, mais qui est qui en fait ?» C'est compliqué. Et on se pose la question en se disant maintenant, on n'en a pas un, on en a deux. Mais comment différencier le premier du deuxième au premier? On ne sait pas. Dominique, voilà donc un deuxième suspect, Johan, le frère jumeau d'Elvin. Est-ce qu'il a un casier? À peine un casier judiciaire, une affaire de conduite sans permis, il a usurpé une identité. Ça ne fait pas de lui un prédateur sexuel? Non, c'est plutôt un jeune qui se cherche. Il a commencé un CAP de maçonnerie, il a bossé dans une boîte d'intérim, il a travaillé dans des grandes surfaces sur des chantiers. Donc si on résume, les policiers ont donc 3 victimes, 2 suspects et un ADN commun aux 2 affaires. Ouais. Il est peut-être temps de vérifier si ce n'est pas celui des jumeaux. Alors, pour les policiers, c'est encore un peu tôt. Ils n'ont qu'une intuition. Ni Noémie, ni Élise ne reconnaissent l'homme du bus comme étant leur agresseur. Et jusque-là, le seul élément qui relie les frères Gomis aux agressions de Marseille, c'est cette image d'un homme qui sort précipitamment d'un bus. Je dis jusque-là parce que les policiers vont découvrir autre chose. Vous vous souvenez l'agression de Julie à Marseille le 15 novembre? On lui a volé son portable. Eh bien, quelqu'un a mis une carte SIM dans son portable et avec ce portable a téléphoné à Elvin Gomis. Donc ça se rapproche. On y est presque, mais les policiers considèrent qu'ils n'ont pas encore assez de billes et ils ne veulent pas gâcher du temps de garde à vue. Il faut qu'on ait des éléments concrets. On ne peut pas interpeller n'importe qui en disant « Ouais, non, mais on verra plus tard ». Non, il faut que le dossier soit complet, bien monté, pour que après on puisse effectivement exposer à la personne, lui dire ben voilà, on vous reproche ça, mais vous niez les faits, d'accord, mais comment vous expliquer qu'on a tel et tel élément contre vous? Voilà, c'est ça une enquête en fait, c'est pour ça que c'est long. Pour étoffer les éléments à charge contre les jumeaux, la juge d'instruction les place sur écoute et demande la géolocalisation de leur portable. Ils ont des modes de vie du citoyen lambda, ils font rien de passionnant. Elvin travaille, Johan il fait rien de... Enfin voilà, il a une petite amie, mais enfin, ils n'ont pas des vies passionnantes. Nous avons Johan qui sort un peu plus que son frère, mais sans plus, il n'y a pas d'extravagance dans le schéma. Il faut savoir que des fois, ils éteignent les portables, donc la géologue s'arrête. Parce qu'il n'y a plus d'émissions de portables, donc on ne sait plus où ils sont. Donc cette surveillance devient physique à l'ancienne, c'est-à-dire elle devient presque visuelle. Et là, c'est très compliqué. Donc des fois on les perd, il faut reprendre, enfin c'est... Voilà. Ça va être le jeu du chat et de la souris. Mais c'est compliqué, on est tous sur les dents à vouloir sortir cette affaire, parce que c'est prenant, parce qu'on a plusieurs victimes. Et puis voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est notre travail, c'est notre quotidien. C'est de travailler pour les victimes, on leur doit ça. Alors que la police file les jumeaux, la série de viols reprend. Nous sommes le 14 janvier, il est 21h30 et Claire sort de son cours de kung-fu. Elle passe par un endroit un peu glauque pour rentrer chez elle. Elle a l'habitude de passer par là, c'est une passerelle qui passe au-dessus de l'autoroute pour rejoindre son domicile. Et là, même mode opératoire, une main, brutalement, par derrière, qui vous bâillonne. Et une voix effrayante, zozotante. « Si tu cries, je te tue. » Elle ne sait pas ce qu'il veut. Elle ne sait pas s'il veut la tuer, s'il veut la violer. Elle va essayer de négocier, Claire, et elle va lui dire « Tiens, ma carte bleue, voici mon code. » Il aura du mal à retenir le code, et va là encore, en saussautant, répéter le code. Mais ça ne suffira pas. Elle lui dira même « Je préfère que tu me tues. »
lorsqu'elle comprendra que ce qui l'intéresse, c'est l'assouvissement de son désir personnel. Elle va essayer de mettre en pratique ce qu'elle a appris et elle va lui donner un coup de genou. Mais le coup de genou n'est pas assez fort, il est bien plus fort, bien plus grand qu'elle, et elle ne peut rien faire. Et surtout, la riposte est immédiate. Son agresseur va lui infliger 2 coups de poing extrêmement violents au visage, qui vont la mettre KO par terre. Elle va se retrouver au sol, c'est quelque part un peu ce qui va la sauver, parce qu'il va décider finalement d'en rester là. Trois jours après Claire, nouvelle agression. Malheureusement, la pression qui est sur les enquêteurs et sur le parquet continue, puisque la série d'agressions, de viols, continue. Et elle continue avec un rythme qui s'accélère. Car 3 jours plus tard, le violeur en série frappe encore. Toujours sur le même mode opératoire. Une agression de dos qui surprend la victime. L'interdiction de parler, l'interdiction de le regarder. Une demande de fellation. Les mêmes mots. Les mêmes gestes. C'est sa 6e victime en 5 mois. C'est inquiétant parce que ça veut dire que le violeur peut de moins en moins réfréner ses pulsions. Il a besoin ou envie de passer à l'acte d'une manière de plus en plus fréquente. Et on voit qu'il, peut-être, comme on dit à Marseille, il prend la confiance. Il va se mettre à sortir de son quartier du 3e arrondissement. On arrive dans le 10e arrondissement. Petit à petit, on a l'impression qu'il prend l'habitude d'agresser sexuellement ces jeunes femmes marseillaises. Il agit quasiment à visage découvert, toujours de nuit. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est dans une forme de toute-puissance à ce moment-là. Une nouvelle agression sexuelle et un autre viol alors que les jumeaux sont sous surveillance. Un sacré camouflet pour les enquêteurs et le procureur. Malheureusement, on peut toujours avoir des regrets d'avoir pu ou dû faire plus vite pour éviter un certain nombre de victimes qui sont intervenues par la suite. Mais on avait peu d'éléments, on ne savait pas si on avait des vrais ou des faux jumeaux, si un seul ADN suffirait ou pas, et si l'un ou les 2 frères Gomis avaient nié les faits au cours de leur garde à vue, à l'exclusion de la preuve génétique, on n'avait pas ou très peu de preuves formelles qui auraient vraiment permis une mise en examen. Il nous faut cet ADN. On a un ADN qui tourne, mais qui n'est pas connu. Notre but, c'est de savoir si effectivement on a tort ou si on a raison et qu'on est sur la bonne piste. C'est un laboratoire de Bordeaux, le labo du professeur d'Outremepuich, qui permet aux enquêteurs d'avancer. Grâce à des analyses plus poussées, la juge d'instruction a maintenant la preuve que sur les 6 agressions, il y en a 5 qui ont été commises par le même homme. Reste à savoir s'il s'agit de l'ADN des jumeaux. Les policiers en sont là quand la découverte d'une plainte vient leur donner un petit coup de pouce. La plainte d'une femme qui n'aurait jamais pensé lever un lièvre pareil quand elle s'est bagarrée avec un chauffeur-livreur. Je rappelle le commissariat de 5e arrondissement pour savoir où en est la plainte. Et là, on me dit la plainte est perdue. Comment on peut perdre une plainte, quoi? On essaie d'écrire au procureur de la République pour savoir où on en est de l'affaire, savoir ce qu'il en est. Février 2013, donc on me rappelle. Le capitaine se présente en me disant que suite à la plainte que j'ai déposée, ça correspond à une description. Il voudrait en savoir plus. Et moi, je lui dis, savoir plus sur quoi? La personne que vous avez décrite, c'est la même personne qui semblerait violer des femmes. Donc moi, je reste sans voix, quoi. Sarah a porté plainte contre un simple chauffeur-livreur du nom de Gomis. Jamais elle n'a imaginé que le nom de son chauffeur tilterait un jour aux oreilles d'un autre service de police. Pour nous, c'est un point d'entrée qui va nous permettre de récupérer l'ADN légalement, puisqu'il y a une plainte et c'est tout à fait normal de l'entendre et de le placer en garde à vue, mais on sait que stratégiquement, ça va nous permettre d'obtenir son profil génétique sans l'alerter des soupçons qui pèsent sur la série de viols.
un petit stratagème qui marche à fond. Ça match. L'ADN d'Elvin Gomis est bien le même que celui de la série de viols. C'est une excellente nouvelle. C'est la confirmation qu'on est sur le bon suspect. Dans toutes les affaires, on pourrait se dire que l'affaire est bouclée, sauf qu'elle n'est pas bouclée dans l'affaire Gomis, parce qu'il y a ses frères jumeaux, et qu'à ce stade, on ne sait pas encore s'ils auront le même ADN ou si leurs ADN seront différents. La maman nous apprend que c'est des jumeaux monozygotes, qui veut dire même œuf, même ADN. Donc là, oups, c'est plus compliqué. Qui a fait quoi? On ne sait pas. Donc du coup, dans le doute, on interpelle les deux. Dominique, petite question SVT. Ça s'appelait Sciences Nat à ton époque. Ouais. Pourquoi les jumeaux monozygotes ont-ils le même ADN? T'as 1 minute. Mono 1, zygote œuf. Monozygote, c'est le nom scientifique des vrais jumeaux parce qu'ils sont issus d'un unique ovule fécondé par un seul spermatozoïde, à la différence des faux jumeaux qui sont issus de 2 œufs qui ont été émis en même temps, fécondés par 2 spermatozoïdes différents. Chez les monozygotes, dans la première semaine, l'œuf s'est séparé en 2 et a donné 2 bébés avec un seul matériel génétique. Donc, il n'y a aucune technique pour les différencier. Alors à l'époque, non. 2012-2013, pas du tout. En 2015, les choses ont changé. De nouvelles techniques ont vu le jour avec des méthodes d'analyse qui sont capables de détecter les mutations génétiques qui apparaissent au cours de la vie en fonction de facteurs environnementaux, le tabac, l'alcool, le sport. On appelle ça des mutations épigénétiques. Mais pour faire ce genre d'analyse, c'est très long et ça coûte très cher. Mais Dominique, je croyais que les vrais jumeaux n'avaient pas les mêmes empreintes digitales. Mais personne au monde n'a la même empreinte digitale qu'une autre personne. Personne. On parle dans le vide parce que dans ce dossier, il n'y a pas d'empreinte. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Donc, pour les policiers, c'est un casse-tête. Johan, Elvin, les deux, qui a violé? Au petit matin du 7 février 2013, les hommes du GIPN, les spécialistes des interpellations musclées, se mettent en place devant le studio des frères Gomis. Les hommes en noir, qui matin à 6h, c'est eux qui passent en première ligne, c'est eux qui cassent la porte, qui figent la situation, qui interpellent, menottent les individus, et nous on intervient après. Ils sont surpris par la rapidité d'intervention et surtout le monotage. Et ce qui se passe, c'est que nous avons une personne un peu agitée. Ça sera Johan, qui est menotté, et Elvin, qui est beaucoup plus calme et qui essaie de rassurer son frère. Les policiers font habiller les jumeaux de façon différente. Ils veulent être certains de ne pas les confondre. Un groupe va prendre Johan, un autre groupe va prendre Elvin. Et on va les séparer d'un étage. Il n'y aura pas d'erreur. Johan, tel étage, Elvin, tel étage. Et dans les cellules, ça sera pareil. Ils seront éloignés, pair, impair. Parce qu'en fait, il faut absolument pas qu'ils communiquent, qu'ils aient ce lien très fort entre eux, parce que c'est ça, les jumeaux, ils ont des liens très forts. Et le but, c'est de, entre guillemets, casser cette proximité. À ce stade, on ne sait pas du tout, avec les enquêteurs, si on a affaire à un seul des 2 jumeaux qui aurait commis les viols ou agressions sexuelles ou tentatives de viol, ou si on est dans l'hypothèse d'une compétition entre les 2 jumeaux. Une fois c'est moi qui viole, une fois c'est toi qui viole, et on fait ça à tour de rôle en se disant derrière que, ayant le même ADN, les policiers ne pourront jamais imputer telle ou telle agression à l'un ou l'autre d'entre nous. En garde à vue, Elvin Gomis paraît à l'aise. Il est toujours dans le, alors je vais pas dire la séduction, mais dans le charme, essayer de, entre guillemets, d'amadouer, voilà. Il essaye, etc. Mais bon, ça marche pas. Elvin Gomis martèle qu'il s'est toujours bien comporté avec ses petites amies. Si vous les appelez, elles peuvent vous dire « Je n'ai jamais été violent ou quoi que ce soit ». Aimez-vous les fellations ? Sans plus, j'aime tout. Je suis pas accro au sexe, je peux rester 4-5 jours sans sexe, je suis pas un dalleux.
Elvin va déclarer qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, il ne comprend pas pourquoi. Il va dire que c'est pas lui. Et quand on va lui montrer la photo du bus, il va de suite reconnaître son frère. Et il dit c'est Johan, c'est pas moi. La garde à vue de Johan est plus compliquée parce qu'il est malentendant. Alors je sais pas si c'est de par ses problèmes auditifs, etc. Le Johan, il est plus réservé, enfin c'est... voilà. Mais Johan est tout aussi catégorique que son frère. Il n'a rien à voir avec ces crimes. Les policiers, eux, perdent patience. Sur les nerfs, on se dit, mais enfin, comment... c'est pas possible, il faut qu'il y en ait un qui dise les choses, qui avoue. À la fin de la garde à vue, Johan reconnaît qu'il est l'homme du bus. C'est tout. Pourtant, l'ADN implique forcément l'un des jumeaux. Ces deux frères n'ont pas l'habitude, ou pas plus que ça, de la machine policière, de la machine judiciaire. Mais malgré ce, ils craquent pas. Aucun des deux ne craque. Soit on a deux suspects, deux auteurs qui essayent de se sortir d'affaire, soit on a un auteur unique qui n'hésite pas à laisser son frère innocent en prison pour échapper à sa culpabilité. Les jumeaux sont placés en détention provisoire et pour éviter tout contact entre eux, le juge de la liberté et de la détention envoie Johan à Luynes, près d'Aix-en-Provence, et Elvin à la prison des Baumettes à Marseille. Un matin au cabinet, la maman des jumeaux téléphone au bureau, complètement paniquée, expliquant à la secrétaire que ses deux enfants sont placés en détention et qu'elle a besoin de voir de toute urgence un avocat. Le sentiment maternel fait qu'on a de difficulté à imaginer que ces enfants puissent commettre des choses répréhensibles. Mais là, on est vraiment au-delà de la simple défense maternelle. La maman est vraiment dans un état de choc et elle donne un état de sidération quasiment. Elle a vraiment la plus grande difficulté à comprendre ce qui est reproché à ses enfants. La maman nous demande au cabinet d'intervenir pour le compte de ses enfants et tout de suite on lui dit que s'ils ont été placés séparément, c'est pour éviter de rentrer en contact et qu'il va falloir qu'on fasse un choix et qu'on intervienne pour un seul de ses fils. Et elle nous dit très spontanément, allez voir Elvin. Ce sera plus facile de communiquer avec lui. Voilà une semaine qu'Elvin Gomis ronge son frein aux Baumettes. Je me présente au parloir, on m'installe dans le box et à ce moment-là arrive Monsieur Elvin Gomis. Ce jeune homme me salue très poliment, s'installe en face de moi, propre sur lui, extrêmement entretenu physiquement, souriant, presque décontracté. Je lui explique que j'ai été désigné par sa maman pour assurer sa défense. Et la première des questions qu'il me pose, c'est « Est-ce que vous avez vu mon frère ?» Je lui explique que je n'ai pas vu son frère et que je ne verrai pas son frère. Et là, rapidement, il me dit « Très bien, maître, il va falloir me sortir de là. » C'est clair pour lui, il n'a rien fait. Toujours pas d'aveu. Du côté de Johan, c'est maître Cerda qui le visite à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Johan est un jeune homme charmant, c'est quelqu'un de tout à fait poli. Il avait une particularité, de suite que j'ai remarqué, c'est qu'il a une difficulté d'élocution et il m'a demandé immédiatement de parler doucement et bien en face de lui pour qu'il puisse lire sur mes lèvres. Moi, je lui ai expliqué qu'il y avait des éléments à charge qui allaient être difficiles à combattre, notamment cet ADN qui a été retrouvé sur plusieurs des victimes. Et immédiatement, Johan m'a dit qu'il était totalement étranger à ces faits. Il n'est pas dans une attitude de revendication, de crier son innocence. Il est plus dans une posture de sidération, c'est-à-dire « je ne comprends pas ». Pas plus de chance du côté de Johan.
Les viols de Marseille, ce n'est ni lui, ni son frère. Mais la preuve génétique est bien là. Forcément, au moins l'un des deux frères est coupable. Alors, pour essayer de sortir son client de cette impasse, l'avocate d'Elvin Gomis a une idée. On a une lueur d'espoir technique, en se disant que peut-être grâce à la science qui les a incriminés, on va aussi pouvoir savoir lequel des deux est l'auteur des faits. Une technique scientifique expérimentale pourrait peut-être différencier les deux frères. L'odorologie. Alors ça, c'est fascinant, Dominique. L'odorologie, c'est quoi? C'est l'identification et la comparaison des odeurs. Alors, sur une scène de crime, on va par exemple comparer les odeurs qui sont restées sur place avec celles d'un suspect. Et l'expert, c'est un expert à 4 pattes, avec du flair, c'est un chien. Parce que chacun d'entre nous a une odeur unique. Absolument. On a d'abord une odeur primaire, c'est notre odeur corporelle. On a ensuite une odeur secondaire en fonction de ce qu'on boit, en fonction de ce qu'on mange. Et puis on a une odeur tertiaire, c'est l'odeur polluée, avec les cosmétiques, le shampoing, les parfums, et puis des odeurs qu'on véhicule sur soi, le tabac pour les fumeurs, des odeurs de garage, des odeurs de cuisine. Le chien, lui, il se focalise plutôt sur l'odeur primaire, l'odeur corporelle. Mais concrètement, les experts, ils s'y prennent comment? Alors, l'odorologie classique, c'est quelqu'un qui disparaît, on fait sentir le vêtement au chien et le chien prend une piste. C'est, dans l'affaire Lelandais, le chien qu'on met dans le coffre de la voiture pour savoir si le corps de Maëlys y a été déposé. Il avait mis des produits pour perturber les chiens qui sont sortis de la voiture en vomissant. Mais bien plus intéressant, sur une scène de crime. Les experts arrivent, ils vont prendre un chiffon absorbant, frotter le chiffon sur les poignées de porte et quelques endroits dont on suppose que le suspect a pu les toucher. On prend ce chiffon, on le met dans un bocal, on ferme et on attend. L'enquête continue. Un jour, on a un suspect et on fait un tapissage. On met 10 personnes, dont le suspect, dans une pièce. On appelle le chien, on ouvre le bocal. Le chien sent le chiffon et en principe, si ça marche, il file directement vers le suspect. La juge me reçoit, elle m'explique que malheureusement, en l'état du dossier, on n'a pas assez de matériel biologique pour pouvoir mettre en place cette expérimentation. On oublie l'odorologie. Je retourne voir Elvin Gomis en lui expliquant qu'on va devoir fonctionner avec les éléments d'enquête traditionnels pour pouvoir le disculper lui et démontrer la culpabilité de son frère. Et à ce moment-là, je suis confronté à une réaction très particulière d'Elvin Gomis qui m'interdit formellement d'accuser son frère pour le défendre lui. Comme les policiers, comme le magistrat instructeur, les avocates n'ont plus qu'une seule arme pour distinguer le coupable. L'étude de personnalité, le récit, la parole. Où se cache la microfaille qui permettra de résoudre l'énigme? De distinguer les jumeaux, quoi. Johan et Elvin Gomis sont des gamins de Marseille, deux frères très proches qui ont grandi dans un quartier modeste sans faire de vagues. Alors les frères Gomis, ce ne sont pas du tout des monstres. Ce sont deux jeunes hommes, plutôt beaux garçons, qui ont 23, 24 ans au moment des faits, et qui vivent avec leur maman, qui a élevé seule ses 5 enfants. Il y a eu des beaux-pères, puisqu'ils ont 3 frères et sœurs, issus de 3 pères différents, dont peut-être 2 ex-beaux-pères ont été maltraitants envers leur mère. Enfin, voilà le contexte qui fait que ça n'a pas été tout rose, ce qu'ils ont pu vivre. Elvin Gomis travaille comme chauffeur-livreur, Johan est intérimaire, et côté vie sentimentale, les beaux gosses sont des tombeurs. Johan a une petite amie depuis des années, a aussi des relations adultères, il faut le dire. Elvin collectionne les conquêtes, qui sont d'ailleurs interrogées par les services de police. Aucune d'entre elles, jamais, ne fait état de quelconque difficulté dans ses rapports avec Elvin.
Depuis 4 mois, Elvin et Johan vivent dans le même appartement. Ils ont des amis en commun, mais aussi leur propre personnalité. C'est une relation gémellaire, certainement, mais pas intensive, pas excessive, qui pourrait entraîner l'abolition de la personnalité de l'un par rapport à l'autre. Ils sont très fusionnels, mais pas de manière pathologique. Même si Johan se sent l'égal d'Elvin, il a beaucoup souffert de son handicap. Il a dû aller dans une école spécialisée, il a dû apprendre le langage des signes. Ça a eu des conséquences sur sa scolarisation, sur les relations qu'il a pu avoir avec les autres. D'après l'autre frère, il semble qu'il ait quand même été un peu, pas maltraité, mais on dirait maintenant harcelé. Les jumeaux sont très proches. Ils ne se trahissent pas et ils ne se balanceront jamais. Ils se sont toujours soutenus. C'est la prison qui petit à petit révèle chez eux des différences de caractère. Johan répète à sa famille qu'il est innocent, quand Elvin répète, lui, qu'il n'en peut plus. Catalogué comme pointeur en détention, sa vie est extrêmement difficile et il supporte de plus en plus mal ses conditions de détention, ses conditions de vie au Baumette. De plus en plus persuadé de l'innocence de son client, Maître Gaziello fait tout pour le sortir de prison. On croit à son innocence, mais le travail de l'avocat, c'est de croire, mais c'est aussi de convaincre. Et pour convaincre, il faut arriver à démonter un par un les éléments de l'enquête. C'est un travail considérable, puisqu'en fait, il y a 7 dossiers en un. Donc sur chacune des agressions, point par point, on prend tous les éléments du dossier, et puis on interroge Elvin Gomis et la famille pour trouver des éléments corroborant son innocence. Pour les 3 agressions du mois de janvier, dans le cadre des dépositions des victimes, celui qui a commis les faits a quitté les lieux en courant. Elvin m'explique qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au niveau du pied. Elvin ne pouvait pas marcher à ce moment-là, donc il est matériellement impossible que ce soit lui. Bingo, c'est gagné, on va l'innocenter. Et là, la magistrate, posée, m'explique qu'effectivement, ça fonctionne pour 3 agressions, mais qu'il en reste 4 autres. Et là, douche froide. La juge maintient donc Elvin Gomis en détention et son avocate se remet au travail. Pour l'agression du 15 novembre 2012, en relisant les auditions de la victime, on s'aperçoit qu'elle signale que son agresseur avait une gestuelle bizarre et des difficultés d'élocution. Et il se trouve que le seul des jumeaux atteint d'une malformation auditive, ça n'est pas Elvin, c'est Johan. Pour la 3e victime, la victime du Parc de l'Espérance, on récupère de l'employeur de M. Gomis les états de service et les fiches de temps correspondant à ses tournées, et on s'aperçoit que Elvin Gomis a pointé à l'entrepôt au champ de son employeur à 19h48, soit moins d'1 heure après les faits, et qu'il ne pouvait donc matériellement pas être l'auteur de l'agression. Forte de tous ces éléments, Maître Gaziello multiplie les demandes de remise en liberté d'Elvin Gomis. Mais elles sont toutes refusées. Le 4 novembre 2013, après 9 mois de détention, Elvin Gomis écrit son désespoir à la juge d'instruction. Je ne tiendrai plus longtemps. Je vous écris cet appel à l'aide. La détention se passe très mal pour moi, et sachant que j'ai été accusé à tort,
Je n'ai rien à voir avec tout ça. Sortez-moi de cet enfer où je mettrai fin à mes jours. Si je reste plus longtemps, je suis innocent, comprenez-moi. Un mois plus tard, la juge a terminé ses vérifications. L'hypothèse que les jumeaux aient pu agir ensemble est écartée. Le dossier désigne un seul coupable, Johan. La juge décide donc d'organiser une confrontation entre les jumeaux. Johan va-t-il enfin dire la vérité? Il peut craquer face à son frère. Il y a une atmosphère très particulière, énormément d'émotions, lorsque le regard des garçons se croise. Elvin a tout de suite les yeux qui se remplissent de larmes. Ils ne sont pas autorisés à se prendre dans les bras, mais on sent vraiment la retrouvaille et l'amour fraternel entre eux deux dès l'entrée dans la pièce. On sent effectivement beaucoup d'émotions. D'émotions d'une part, je pense, de retrouvailles, puisque ça fait 10 mois qu'ils ne se sont pas vus alors qu'ils ont l'habitude de vivre quotidiennement ensemble. Et d'émotions, je pense, parce que chacun savait qui était responsable et voilà, chacun campait sur ses positions. La juge tente de pousser les jumeaux à se dénoncer. Elle touche la corde sensible. Il est certain que l'un de vous deux, au moins, comme il est fait reprocher, compte tenu de votre ADN commun retrouvé sur la plupart des victimes. Ça ne vous gêne pas que votre autre frère, potentiellement innocent, soit en prison depuis 10 mois? Qu'est-ce que vous avez à dire? Et à chaque fois, Elvin répond « Je comprends, mais ça n'est pas moi ». Et Johan baisse les yeux en disant « C'est pas moi ». Elvin cherche son frère du regard, il espère une ouverture de son frère, et en même temps, son frère, lui, se referme à chaque question de la magistrate, jusqu'à ne plus oser soutenir, supporter le regard de son frère sur lui. La juge insiste. Elle rappelle les nombreux éléments à charge contre Johan dans le dossier. Et là non plus, pas de réaction de la part de Johan, qui se fait de plus en plus petit sur sa chaise, et la détresse et les larmes dans les yeux d'Elvin, qui attend la libération de la parole de son frère. Malheureusement, ça ne vient pas. Malgré toutes ces tentatives, la juge d'instruction ne parvient pas à débloquer Johan. Elvin encaisse le mutisme de son frère, sans broncher. En fin de confrontation, je pose la question à Elvin en lui demandant « Vous êtes détenu depuis plus de 10 mois pour des faits que vous n'avez pas commis. Est-ce que vous en voulez à votre frère ?» Et la réponse d'Elvin, elle est symptomatique de tout le dossier. « Non, je ne suis pas en colère, c'est mon frère jumeau. » Dominique Elvin Gomis est libéré après 10 mois de détention. D'ailleurs, un non-lieu sera prononcé pour l'ensemble des faits pour lesquels il avait été mis en examen. Pendant ce temps, son frère jumeau, Johan, il devient quoi? 3 mois après la confrontation, en mars 2014, Johan Gomis demande une audience à la juge d'instruction qui le reçoit. J'ai ici son PV d'audition. Il n'est pas très épais. Hein. Non. À ce stade, il est mis en examen dans 7 affaires. 4 viols, 2 tentatives de viol et une agression sexuelle. Parce que les policiers ont fait le rapprochement avec une 7e victime, à Marseille toujours, dans le 6e arrondissement. Un viol commis le 2 février 2013. C'est 5 jours avant l'arrestation de Johan Gomis. Donc il continuait? Oui, à chaque fois avec le même mode opératoire qu'on connaît. Hein. Il tentait d'imposer une fellation à ses victimes, il les menaçait de mort et il leur volait quelque chose, sac à main, carte bleue, téléphone. Et ce qu'est venu dire Johan Gomis à la juge d'instruction ce jour-là, c'est « je reconnais une partie des faits, les vols, mais pas le reste, les viols. » Il dit « il y a des choses que j'ai faites, des choses que je n'ai pas faites. C'est vrai, j'ai agressé des personnes pour leur prendre leur sac à main et leur téléphone, mais je ne les ai pas violées. Je faisais ça pour revendre ce que je leur volais. » Et à la question de la juge, mais alors pourquoi vous avez fait ça? Il répond, je ne sais pas, mais je regrette de l'avoir fait. Donc, les vols. Donc ce sont des aveux à minima, parce qu'en fait, il ne reconnaît pas le plus grave. Bien sûr, il réfute les tentatives de viol, les fellations imposées, les attouchements qui ont pu être faits au niveau des parties génitales de ses victimes.
il se présente clairement comme un voleur. Je ne suis pas un violeur. Il ajoute, je ne comprends pas pourquoi il y a mon ADN dans la culotte d'une des victimes. Écoutez bien. Et j'ai une copine depuis plusieurs mois, alors je ne vois pas pourquoi j'irai avoir des relations sexuelles avec une autre femme. Il termine même en affirmant qu'il n'a pas besoin d'agir par la force, parce qu'il plaît, pour obtenir des relations sexuelles avec les femmes. Alors ça, Christophe, on l'a déjà entendu chez des violeurs. Yohan Gomis se présente comme un voleur en série et non pas comme un violeur en série. Claire me disait, vous faites pas votre travail, il faut qu'il reconnaisse. Et je lui disais, c'est son droit, il a le droit de mentir, il a le droit de pas reconnaître les faits. Ça, c'est insupportable pour les victimes. Parce que c'est comme si elles étaient agressées une deuxième fois. C'est très difficile de se reconstruire si on est accusé de mentir, parce que si la personne ne reconnaît pas, c'est quelque part que la victime ment. Et la victime est toujours dans une justification, et dans une hyper-justification. C'est ça qui est insupportable. L'avocate de Yohan Gomis garde espoir, persuadée que son client a juste besoin d'encore un peu de temps pour être capable d'avouer. À ce stade-là encore, Yohan n'est pas prêt à reconnaître les faits à caractère sexuel. C'est trop lourd à porter pour lui. Il y a le regard de sa famille, il y a le regard de ses amis, il y a le regard de ses co-détenus. Tout ça, c'est compliqué à avouer. Est-ce que le procès l'aidera face aux victimes? Yohan comparaît devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 18 mois après ses aveux partiels. Ils étaient deux hommes soupçonnés des mêmes faits, une série de viols et de tentatives. Il n'en reste qu'un devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. L'affaire n'est pas banale, les deux garçons ont le même ADN, ils sont jumeaux. Aujourd'hui, un seul frère est jugé pour des faits commis en 2013. L'un dans le box, Yohan, l'autre côté public, Elvin, à 2 pas des parties civiles. Il y a une vraie confusion à l'ouverture de ce procès. Une confusion parce que l'une des victimes va s'affoler et va venir nous voir, à nous, avocats, en disant « Mais l'agresseur est dehors, l'agresseur est dans la salle. » Et elle va vouloir s'enfuir. Et en réalité, c'est frères jumeaux. C'est encore cette histoire de frères jumeaux. Sur le banc des parties civiles, elles sont 7. Toutes accusent Yohan Gomis de viol et d'agression sexuelle. Elles sont arrivées avec l'appréhension de vivre un procès difficile où l'accusé passerait son temps à contester leurs déclarations, leurs affirmations, et pour elles l'obligation de se battre pour faire entendre leur voix. Mais Yohan, je le sens plutôt abattu. Il n'est pas dans une posture fière où il va défier le regard de qui que ce soit. Voilà. D'ailleurs, il sera tout le long recroquevillé sur lui. Dès l'ouverture du procès, le président de la cour d'assises demande à Yohan Gomis de répondre à l'accusation de viol et d'agression sexuelle. Et là, l'accusé prend tout le monde de court. Immédiatement, Yohan va lui expliquer qu'il reconnaît l'intégralité des faits qu'on lui reproche. Et je pense que ça a été un soulagement pour tout le monde. Enfin, de manière assez maladroite, et après 3 ans de mensonges, 3 ans de dénégation, enfin, il reconnaît les faits. C'est quand même un fort soulagement, quelque chose d'important, parce que c'était ce qu'on était venu chercher sans trop l'espérer. Alors après, il reste des questions en suspens. Il ne donnera jamais véritablement l'explication du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Peut-être que lui-même, au moment où il a été jugé, où c'était le moment de dire les choses, peut-être que lui-même ne savait pas. Peut-être que le travail psychiatrique, psychologique qu'il a poursuivi en détention l'a aidé à comprendre, je lui souhaite, parce que de comprendre aussi les raisons du passage à l'acte, ça permet d'éviter de recommencer dans le futur. Mais au moment du procès, on a finalement assez peu d'explications. Confronté au mutisme de Yohan, son avocate émet une hypothèse. Pour sa défense. Il a inconsciemment un sentiment d'infériorité du fait de ce handicap. C'est-à-dire que lui, finalement, il a quelque chose de négatif que son frère jumeau, qui est son clone, n'a pas. Et ce sentiment d'infériorité va se traduire par ce passage à l'acte qui se résout toujours en des tentatives de fellation, parce qu'il ne s'agit que de ça dans ce dossier. Donc, à mon sens, des volontés de soumission.
Le témoignage que tout le monde attend pendant l'audience, c'est celui de son frère, bien sûr. De ce jumeau qui a passé 10 mois en prison pour rien, sans jamais trahir son double. Lorsque le président va le questionner pour savoir s'il en veut à son frère, il explique qu'il ne lui en veut absolument pas. Mais comment se fait-il alors que vous saviez que vous n'êtes coupable de rien, que vous n'ayez jamais pointé du doigt votre frère, vous l'ayez accusé de manière explicite. Et lui, il a cette phrase, il a eu cette phrase que je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Il a dit « Entre la liberté et mon frère, j'ai choisi mon frère ». Et pour moi, ça a été vraiment un moment poignant parce que c'est tout la beauté, j'allais dire, de la fraternité et de cette relation gémellaire. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, même si on est au bord du précipice, on défend son frère. Condamné à 12 ans de prison et 5 ans d'injonction de soins, Johan Gomis a accepté le verdict. Comme le dit la fable, sans autre forme de procès.